Salam alaikum Azul Filaoun, bonsoir. Le dernier numéro de la revue Al-Jaish dresse un tableau enthousiaste de l'Algérie en 2025. Projet minier, ambitieux, ligne ferroviaire achevée, complexe de dessalement opérationnel et dynamisme entrepreneurial de la jeunesse. Le message est clair, le pays serait en marche vers un renouveau économique et social. Mais derrière ce récit triomphal, plusieurs zones d'ombre demeurent. Sur le plan politique intérieur, la revue évite toute mention des débats nécessaires autour des choix économiques et sociaux, du rôle de l'opposition ou de la critique citoyenne. Le climat reste marqué par un encadrement strict des médias et des espaces publics de discussion, ce qui limite fortement le pluralisme et la liberté d'expression. Dans un contexte où le dialogue et le débat sont essentiels pour consolider les réformes, cette absence de critique laisse un goût de communication plus que de bilan réel. À l'extérieur, l'Algérie fait face à un environnement complexe, avec des tensions régionales et des défis géopolitiques. Pourtant, la revue Al-Jaish présente une Algérie sereine et maîtresse de son destin, laissant peu de place aux incertitudes économiques ou aux pressions internationales. On pourrait légitimement se demander de quelle Algérie parle la revue Al-Jaish, celle des projets annoncés ou celle vécue par les citoyens, confrontés à des restrictions, des lenteurs administratives et une économie qui peine encore à absorber la jeunesse. Le rôle de l'armée mis en avant comme garant de la sécurité et de la souveraineté, ainsi que la valorisation des succès diplomatiques, participent à un récit où le symbole prend souvent le pas sur la réalité concrète. Les avancées visibles ne sauraient masquer l'absence criante de débats démocratiques et le manque flagrant de garanties pour les libertés publiques, condition sine qua non d'une transformation réelle et durable. Ainsi, l'édito de la revue Al-Jaish décrit une Algérie en mouvement, mais celle-ci semble davantage exister dans les colonnes de la revue que dans la vie quotidienne du citoyen. Pour que les promesses de prospérité et de modernisation deviennent tangibles, il faudra que le pays ouvre ses espaces de discussion, renforce la transparence et associe pleinement la société civile à ses choix stratégiques. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. La revue Al-Jaish, quand la communication dépasse la réalité, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Kamel Mouktefi, universitaire et militant politique. Il est avec nous depuis Montréal, le Québec, donc via Skype. Kamel Mouktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filaksi Kamel. Azul Nassar, bonsoir tout le monde, bonsoir à toute l'équipe de Maghrébien, à toutes celles et ceux qui nous écoutent maintenant et à vos invités. Je ne sais pas c'est qui, mais je les salue en avance. Merci beaucoup Kamel Mouktefi, merci d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous ce soir M. Amaret Mokhtar, militant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Amaret Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filaksi Ouma. Monsieur Mokhtefi, bonsoir Nassar, ainsi qu'aux auditeurs, aux téléspectateurs d'Al-Maghrébien. Merci beaucoup, c'est Omar. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer donc avec nos invités, on va vous faire passer donc l'édito de la revue Al-Jaish, nos amis de la régie, pardon. Donc voilà, authenticité et progrès dans garde républicaine, mais aussi l'édito parachèvement du projet de renouveau national, une responsabilité de tous. Donc, le titre de l'édito de la revue Al-Jaish
parachèvement donc du projet de renouveau national, une responsabilité de tous. Le Soir d'Algérie, le journal Le Soir d'Algérie a titré donc la revue El Jaish dresse un bilan de l'année 2025, l'unité nationale socle du renouveau algérien. Donc, a titré Le Soir d'Algérie, on finit donc avec Al-Watan, cette petite revue de presse, revue El Jaish, projet stratégique, pays en action. A titré donc le journal Al-Watan. Voilà, cette petite vidéo, donc, juste par rapport à l'édito El Jaish, ce qui est venu donc dans cet édito. On regarde cette petite vidéo et je reviens juste après, donc, à mes invités. À quelques jours de la fin de l'année 2025, l'Algérie dresse le bilan d'une période marquée par l'accélération de la réalisation de grands projets nationaux et par une transformation profonde de son modèle économique. Cette dynamique, comme le souligne la revue El Jaish dans son éditorial intitulé « Parachèvement du projet de renouveau national, une responsabilité de tous », illustre la volonté du pays à bâtir une économie diversifiée, compétitive et moins dépendante des hydrocarbures. Ces dernières années, les efforts déployés dans des secteurs stratégiques tels que l'industrie, l'agriculture, l'énergie et les mines ou encore les infrastructures et les programmes sociaux ont commencé à porter leurs fruits. L'éditorial de la revue El Jaish conclut en affirmant que si de grandes étapes ont été franchies, le chantier reste immense et que la réussite du projet de renouveau national dépendra de l'unité, de la mobilisation et de l'engagement de tous. L'Algérie avance, sûre d'elle-même, vers une nouvelle phase, plus forte, plus souveraine et résolument tournée vers l'avenir. À quelques jours de la fin de l'année 2025, l'Algérie dresse le... Voilà, je vais commencer avec vous, Kamal Mouktefi. Qu'est-ce que vous en pensez donc dans cet édito de la revue El Jaish qui titre donc Parachèvement du projet de renouveau national, une responsabilité de tous. Il met en exergue donc ce qui a été réalisé dans cette Algérie nouvelle. Votre réaction, Kamal Mouktefi? Renouveau national, c'est un terme galvaudé par justement ce régime qui ne cesse de pratiquer la fuite en avant. Le renouveau national, je suis d'accord avec le titre du Soir d'Algérie, hein, quoi que l'on dise, la presse s'est soumise et tout ça. Non, le Soir d'Algérie, il est intelligent. Hein. Il a donné un titre qui mérite d'être vraiment salué. L'unité nationale doit être le socle de ce renouveau national. Est-ce que ce régime a travaillé pour assurer l'unité nationale? C'est le contraire qu'il a fait depuis son installation après le 12-12. L'unité nationale, oui, c'est le socle. Mais est-ce que il a fait de l'unité nationale l'objectif principal? Parce que si le régime du 12-12 avait fait de l'unité nationale sa pierre angulaire pour construire l'Algérie post-Bouteflika, post-Gabji, post-corruption, post-violence des années 90, ils auraient profité de la disponibilité du peuple du Hirak. Je parlerai du peuple du Hirak, c'est un vocable que je vais utiliser parce que c'est les 24 millions, 25 millions qui ont marché, qui constituent une majorité d'Algériens qui ont des cartes de vote. Donc, c'est la majorité qui a décidé un changement de système. Donc, c'est pour ça que j'utilise le vocable le peuple du Hirak. Donc, ce peuple-là était disponible, était disposé à accompagner le changement pourvu qu'on lui donne de l'importance. Accompagner le changement, à accepter les sacrifices qui sont obligatoires pour réussir une étape de transition et dépasser les problèmes. Parce que si on veut passer d'une étape à une autre, il faut supporter une certaine misère, une certaine transition, certaines difficultés. Si le peuple n'est pas disposé, n'est pas uni autour de ce sacrifice, le changement n'aura pas lieu. Dans ces conditions, vous donnez le pouvoir à quiconque, qu'il soit doté d'une intelligence divine, il ne réussira jamais à réaliser le changement si il n'a pas le peuple derrière lui. Ça veut dire quoi avoir le peuple derrière toi? Ça veut dire que réussir l'unité nationale.
Arrêtez la division, arrêtez d'utiliser les leviers qui ont servi au PPA, MTLT, aux msalistes de gagner le pouvoir et de transmettre ce virus à l'indépendance, de déchirer le pays entre kabyles et arabophones, berbérophones et tout ça. Est-ce qu'ils ont uni le peuple? Est-ce qu'ils ont reconnu le peuple dans ses droits? Est-ce qu'ils ont reconnu l'Algérien dans sa composante plurielle? C'est ça l'unité nationale. L'unité nationale, ça ne se décrète pas dans un discours ou dans des salons. Ça se vit, l'unité nationale. Quand un Oranais vient en Kabylie, il va se sentir algérien, va se sentir chez lui. Quand un Kabyle va à Betna, il va se sentir chez lui. Il y a la police qui le protège des voleurs, s'il y a des voleurs dans cette région, mais il y a la bienveillance et l'accueil, l'hospitalité de cette région qui va le faire sentir qu'il est dans son pays comme algérien. Et quelqu'un du sud qui va monter vers le nord, il va se sentir algérien aussi. C'est ça l'unité nationale. Qu'est-ce qu'on observe ces jours-ci? On observe un pouvoir qui accentue les fractures, un pouvoir qui creuse encore profondément les divergences, qui utilise les divergences culturelles, les différences culturelles, pas les différences culturelles, et les utilise pour atomiser la société, pour des fins, uniquement des fins de stabilité du régime et de la pérennisation du système. Donc, quand le soir d'Algérie donne ce titre-là, il faut le saluer. Voilà, merci. Merci beaucoup, Kamel. Restez avec nous. Avant de donner la parole à Omar Et Mokhtar, on va aussi vous faire passer cette petite vidéo de l'édito de la revue El Jaish. La situation économique est maîtrisée et que tous les indicateurs sont positifs. Parmi les chantiers phares, rappelle la revue El Jaish dans son éditorial, la mise en valeur du potentiel minier national. Le projet Garaj Bilat pour le fer et celui de Bled El Hadba à Tbessa pour le phosphate s'apprêtent à entrer en production. Deux leviers majeurs qui permettront à l'Algérie de renforcer sa présence sur les marchés mondiaux de matières premières stratégiques. En 1 an et demi seulement, poursuit l'article, la ligne ferroviaire minière Bichar-Tindouf a été réalisée et s'apprête à entrer en exploitation. Une autre ligne destinée au transport du phosphate reliera bientôt Tbessa à Annaba. Dans le domaine de l'eau, les nouveaux complexes de dessalement permettent au pays d'atteindre des niveaux inédits en matière de sécurité hydrique. L'Algérie mise aussi sur sa jeunesse. 10 000 start-up aujourd'hui avec un objectif de 20 000 d'ici 2029 et plus de 17 000 projets d'investissement enregistrés. Ajoute encore la revue El Jaish dans son édito, sans oublier le secteur du logement qui avance à grande vitesse, confirmant la vocation sociale de l'État et son engagement à garantir une vie digne aux citoyens. En parallèle, la diplomatie algérienne continue d'imposer la voix du pays sur la scène internationale, fidèle à ses positions en faveur des causes sahraouies et palestiniennes notamment. Voilà. Omar Et Mokhtar, quelle est votre réaction sur donc, le bilan que dresse l'édito de la revue El Jaish? Est-ce que ce bilan donc, est réel ou à qui donc, parle cet édito d'El Jaish, d'après vous, Omar Et Mokhtar? Donc, la dernière vidéo que vous venez de passer là, donc il a parlé de Garaj Bilat, du phosphate à Tbessa, il a fini par Palestine et puis Sahara al-Arabie. C'est incroyable. C'est de la propagande. Ce n'est pas de l'information. À la limite, cette revue El Jaish n'est pas dans son rôle. Non, s'il y a des projets de développement économique à réaliser, c'est très bien, mais ça ne peut pas passer comme propagande. Il ne peut pas s'applaudir lui-même, ce régime. Ça devrait être de la planification et la participation des citoyens et des institutions comme l'Assemblée nationale, comme les ministères donc, de tutelle. Mais là, l'armée qui nous informe comme quoi la ligne ferroviaire est achevée. Et puis, on parle de l'unité nationale, indispensable. 63 ans après, on n'a rien réussi. C'est-à-dire, on a mélangé l'identité, la nationalité, la langue, le drapeau, et nous sommes dans une tyrannie. Voilà, ce régime, il a perdu confiance.
Et il sait qu'il n'a plus la confiance du peuple. Nous sommes dans une tyrannie. Quand on perd la confiance comme ça, elle ne reviendra pas avec les effets d'annonce comme c'est le cas de la revue El Jaish. Non. Mais j'applaudis s'il y a des projets de réaliser. Mais ils sont où? En réalité, on ne les voit pas. Donc, ça passe dans le journal de 20 heures, dans la revue El Jaish. Le citoyen ne croit pas. On ne distingue plus le vrai du faux. On marche sur la tête. Et puis, si tous ces projets-là sont réalisés, 10 000 start-up ou je ne sais quoi, pourquoi il y a une jeunesse qui fuit le pays? C'est un indicateur. Des milliers de jeunes qui fuient. Évidemment, l'université forme. Mais un ingénieur, il est parti dans la première année, il est parti au Canada, il est sans papier en Espagne ou en France. Donc, le développement, ce n'est que des paroles. Réellement, ce pouvoir ne réussit rien. Nous ne sommes pas des tubes digestifs. Le problème, c'est que les gens ne se plaisent pas dans une dictature, ils cherchent à partir. On ne peut pas réaliser, à faire des avancées économiques sans des avancées démocratiques. Les gens n'ont pas confiance. Vous voyez la dévaluation naturelle du dinar, 1 euro pour 310 dinars. Ça, c'est la faillite de l'économie algérienne. Il n'y a pas d'économie, mais quand tu lis cette revue, ou quand tu entends les émissions des chaînes étatiques, tu dirais que tu es en Allemagne ou aux États-Unis. Or que la réalité, ce n'est pas celle-là. Regarde les salaires. Et tout à l'heure, j'ai entendu un ministre qui dit qu'on n'a pas comment on appelle ça, de chômage. Il n'y a pas de chômage. Alors qu'il parle de 2 millions d'allocations, je ne sais pas comment il l'appelle là-bas, chômage, les 15 000 dinars là. L'allocation chômage. L'allocation chômage, ils ont 2 millions et puis ils ont fermé. Ce n'est pas facile à avoir maintenant, cette allocation. Ils ont compliqué un peu l'existence. Donc 2 millions déjà, c'est les gens qui touchent ce truc. C'est qu'ils n'ont pas de travail, bien sûr. Et ils sont en train d'endormir une jeunesse. Tu dis dans 15 000 dinars, qu'est-ce qu'il va faire avec 15 000 dinars? Alors à 150 000 dinars, on arrive à vivre normalement. Moins de 150 000 dinars, on survit. Donc le SMIC à 24 000 dinars, qu'est-ce que tu vas faire avec 25 000 dinars? Rien du tout. Donc il faut revoir les copies. Ce pouvoir n'a plus de solution et il fait fuir les hommes qui peuvent proposer des solutions pour l'avenir de ce pays. Ils ont pris en otage ce grand pays. C'est dommage. Les gens fuient. Je ne sais pas, est-ce que ce pouvoir a besoin d'être aidé? Il faut leur dire, la réalité, ce n'est pas cela. On peut réussir dans ce pays, mais pas comme ça. Regarde, est-ce que le pays est attractif? Est-ce qu'il y a des idées? Est-ce qu'il y a des entreprises internationales qui viennent? L'instabilité politique, justement. Vous savez, il y a des chancelleries en Algérie. Quand ils regardent, comme nous tous, la revue, les émissions, mais ils ont des gens sur place qui font des rapports. Mais Omar El Moukhtar, pour les tenants du pouvoir et pour la revue El Jaish qui a mentionné ça aussi pendant la visite du chef de l'État Majid Tebboune à Constantine, et on peut donc lire et citer l'édito El Jaish qui dit que l'Algérie connaîtra dans le courant de l'année qui s'annonce un nouveau et véritable départ qui la mènera définitivement vers la sécurité. Mais avant ça, il a dit malgré les batailles et les rumeurs auxquelles nous avons fait face dans les premières années du premier mandat, il n'en demeure pas moins que les auteurs de ces manœuvres n'ont pas pu arrêter la marche de l'Algérie nouvelle. Et là, je cite bien sûr, d'après les déclarations de Abdelmajid Tebboune, citées donc par l'édito El Jaish. C'est-à-dire, quand on dit la vérité, nous sommes les ennemis du pays. Quand tu vas, nous sommes algériens, nous sommes là, on veut bien que ce soit juste qu'ils disent, alors que c'est faux. Un pays où tu as des barrages de l'armée, des sacs de sable, des campements militaires sur les autoroutes. Nous sommes un pays, un régime qui a peur de son peuple. Ils disent que nous sommes un pays sûr, sécurisé, donc il n'y a pas de terrorisme. Qu'est-ce que fait l'armée des campements sur les routes? Je démarre d'Alger jusqu'à Béjaïa en passant par Tizi Ouzou. Il n'y a pas 10 km où tu n'as pas un barrage de gendarmerie ou de l'armée à l'entrée de la police.
Donc, c'est un pays militarisé. Donc, on muse le peuple et dès qu'on essaie de parler, nous sommes les ennemis du pays. Pas du tout. Les ennemis du pays, c'est tout. C'est ce régime qui divise le peuple. Donc, si on parle d'unité nationale 63 ans après le faux congrès, justement, de Tripoli, jusqu'à aujourd'hui, on parle d'unité nationale, on impose le drapeau algérien comme si c'était un gouvernement colonial. Le drapeau d'un pays, on le prend avec plaisir. Ce n'est pas, tu ne me l'imposes pas, tu ne me la ramènes pas au stade de rêve, tu n'habilles pas les femmes en drapeau algérien, tu ne donnes pas de drapeau aux écoliers à l'école, surtout en Kabylie, parce qu'il y a le MAC qui va déclarer l'indépendance de la Kabylie. Ça, qui a poussé le Farhat et le MAC à faire ça? C'est ce pouvoir depuis 62 qui divise, la négation. On n'a pas fini avec l'identité. C'est incroyable. C'est 25 ans après pour mettre à Tamazir langue nationale, après des grèves, des luttes successives pour mettre à Tamazir finalement langue officielle. Donc c'est fou. Donc ce pouvoir ne sait pas. Ce pouvoir, d'ailleurs, il ne faut pas le critiquer. Donc j'arrête de critiquer ce pouvoir. Il faut leur donner des solutions. Il faut leur dire, Inch'Allah, on va construire. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut donner la main à Tebboune et puis à Chengueriha. Il faut leur dire, ce n'est pas comme ça. On va vous aider, gratuitement d'ailleurs. On veut développer le pays. Ce n'est pas Israël, les sionistes et le Maroc qui nous disent de dire la vérité. On ne dit que la vérité. On aime ce pays mieux qu'eux. On peut le développer. Mais ce n'est pas comme ça du tout. On ne met pas les gens en prison. Dès que tu parles, tu vas entendre. Ce n'est pas normal. Les ISTN, mais les ISTN. À 63 ans, j'ai peur de rentrer dans mon pays parce que je dis la vérité. C'est une tyrannie. C'est incroyable. Et continue, il va développer, il ne développera rien du tout. Continue comme ça, il ne développera rien parce qu'il y a une crise de confiance. Les gens peuvent sortir leur argent. C'est terrible ça. Les gens qui ont un peu de dinars, ils l'ont converti, acheté donc du dollar ou de l'euro, ils gardent leur argent en euros et en dollars, ils ont peur. On a une monnaie de singe, mais ils font la revirgée, c'est de développer le pays. Ils sont en train, ils préparent à léguer la souveraineté du pays. Avec ce qui s'est passé avec les États-Unis, avec les conseillers de Trump, je parle des Libanais, de Saoud Bolo, c'est tout ça, machin. Ces gens-là peuvent léguer la souveraineté pourvu qu'ils restent au pouvoir. C'est un gouvernement, c'est un pouvoir très dangereux pour l'Algérie, c'est tous les ennemis de l'Algérie. Très bien, reste avec nous Oumaret Mokhtar. Kamal Mouktefi, Oumaret Mokhtar est en train de dire que c'est eux donc, qui sont le danger pour l'Algérie. Mais quand on lit ce récit, on se dit est-ce qu'il y a une dichotomie de la réalité que vit notre pays? Est-ce que ce récit-là s'adresse à qui, d'après vous? Parce qu'on ne parle que de réalisation, on parle d'une situation économique qui a des signaux donc au vert, que l'année prochaine sera l'année donc des réalisations encore plus, ou des démarrages économiques. Et depuis 2019, on n'entend que ce discours. Kamal Mouktefi. Comment peut-on lire la dangerosité de ce discours qui montre que tout est positif alors qu'il y a des dangers réels, non seulement à l'intérieur mais aussi à l'extérieur? Ils ont les deux mains, plusieurs mains sur le volant. Ils conduisent directement, ils s'enfoncent dans le mur. Ils refusent d'accepter de voir la réalité. Ils vivent dans le déni. Ils ne veulent pas accepter qu'ils n'ont pas de solution à la crise algérienne parce que c'est une crise qui n'est pas économique, c'est une crise multidimensionnelle. On ne peut pas régler le problème économique en Algérie sans passer d'abord par régler la crise politique. Donc, ils sont dans le déni. La seule chose qui leur reste pour exister, c'est le mensonge. Ils sont obligés de mentir. Et le plus grave encore, c'est quand on implique l'institution militaire dans le mensonge.
Parce qu'un homme politique, parce que c'est très grave, Nassar, quand on pousse l'institution militaire, parce qu'à travers la revue Le Jaish, c'est toute l'institution militaire qui est impliquée dans le mensonge. Un homme politique, quand il ment, il fait son mandat, on le dégage, il s'en va. On lui enlève la confiance. Mais quand c'est l'institution militaire qu'on implique dans le mensonge, est-ce qu'ils acceptent qu'elle perde confiance du peuple? Et si l'institution militaire a perdu la confiance du peuple, qu'en reste-t-il à cette nation? Qu'en reste-t-il à cette nation? Qui va protéger les frontières? Qui va protéger les... Mais nous sommes plus responsables que ces gens-là qui sont au pouvoir. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, nous n'avons jamais demandé aux militaires de désobéir, nous n'avons jamais demandé aux militaires, aux policiers de désobéir. Restez, faites votre travail, respectez l'institution, respectez l'État. C'est ça qui maintient l'État debout. Mais viendra le jour où les individus vont partir, l'institution va rester là debout, donc vous allez continuer à respecter l'institution malgré que les individus qui vous commandent sont des menteurs, sont injustes, on peut leur appliquer tous les qualificatifs négatifs. Donc, c'est ça qui maintient l'institution. Et à travers ces mensonges proférés dans une revue d'une institution militaire qu'ils ne devraient même pas impliquer dans un discours comme ça politique, mais ils savent, est-ce que, moi je me pose la question, hein, je parle aux officiers, aux cadres militaires qui ne sont pas dans les commandes, je pense qu'ils pensent comme moi, ils sont tellement dérangés par cette affaire de mensonge véhiculée par un organe de l'institution militaire, mais bon sang, réveillez-vous, vous êtes en train de détruire la nation, en utilisant l'institution militaire comme un vecteur de mensonges politiques. Soyons sérieux. Regardons le projet de renouveau national. Mais c'est qui a élaboré ce projet de renouveau national? C'est Tebboune? Mais si c'est Tebboune qui a élaboré ce projet de renouveau national, ce projet a été rejeté le 7 septembre 2024. Il n'a pas l'aval du peuple. N'a pas été porté par le peuple. Le peuple a boycotté à plus de 90% les présidentielles. C'est qui a élaboré ce projet? C'est les quelques généraux qui sont au pouvoir, ils détiennent le pouvoir, ils ont ramené quelques experts pour le écrire et peaufiner un projet national. Ils ne sont pas représentatifs du peuple. Le peuple ne leur a pas donné un mandat. Donc voilà le premier mensonge à ce niveau-là, c'est quand ils veulent faire tout à la place du peuple. Mais après, on parle de peuple glorieux, de peuple. Mais ce peuple, vous l'avez écrasé. Ce peuple n'existe pas pour vous parce que vous ne lui donnez pas de l'importance. Vous ne le reconnaissez pas. Les réalisations. Revenons aux réalisations. J'écoute des experts. De quelle réalisation vous parlez? Vous êtes en train de jeter de l'argent dans un projet qui s'appelle Rarj Bilat, extraire. C'est l'économie extractive. Ce qu'ils appellent maintenant dans le nouveau jargon économique, l'économie extractive, ça veut dire que c'est comme si on est dans un champ d'oignons. Et les experts dans Mebtoul, le professeur Abdelrahman Mebtoul, je t'ai envoyé Nassar, sa contribution. Il vous dit l'extraction des minerais, si il ne sert pas à créer une valeur ajoutée à l'intérieur du pays, les vendre à l'état brut ne rapportera rien du tout à l'Algérie. On peut extraire du fer, mais si on ne le transforme pas à l'intérieur, on ne crée pas du rang à béton pour combler le besoin interne. Parce que dans un premier temps, à moyen terme, la rentabilité, c'est d'abord de combler les besoins internes, pas d'exporter. Si on réduit les besoins internes en matière de fer, en matière de produits, de minerais extraits, on va gagner de l'argent. L'argent qu'on va gagner, c'est l'argent qu'on va éviter de payer dans les importations. Mais extraire et vendre à l'état brut comme ça,
ça ne rapportera rien du tout. Et encore, la rentabilité de ce projet, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts, c'est à hauteur de à l'horizon de 2035, 2030, 2035. Donc, il faut arrêter de mentir au peuple et de dire demain matin, vous allez vous réveiller, chacun aura son lingot d'or et vous allez vous débarrasser de la crise économique. C'est du mensonge. C'est un mensonge qu'un homme politique peut proférer. C'est un mensonge qu'un ministre peut proférer, qu'un président peut proférer. Mais il faut mettre à l'abri l'institution militaire de ces mensonges-là. On n'a pas le droit, parce que si demain le peuple perd confiance en l'institution militaire, il ne restera rien du tout de cette nation que nous avons durement construite, durement maintenue jusqu'à maintenant. Donc, voilà un peu la schizophrénie dans laquelle ils veulent nous embarquer en tant que peuple. Le peuple a refusé votre projet national de renouveau. Il l'a refusé. Vous lui avez offert ce projet 2 fois. Il l'a refusé. Qu'est-ce que vous attendez pour comprendre qu'il y a d'autres issues à la crise algérienne, il y a d'autres avenues, il y a d'autres stratégies économiques, il y a d'autres, mais pas avec vous, parce que vous n'arrivez pas à voir. Laissez les gens, laissez les Algériens s'impliquer dans le développement de leur pays. Ouvrez la scène politique, ouvrez la scène médiatique. D'accord, à Sidi, votre projet de renouveau national, il est très beau. Il est très beau, masha'Allah. Allez, on va utiliser une expression religieuse. C'est ce qu'ils aiment, les Algériens. Allez-y, soumettez-le au débat. Ouvrez les médias, laissez les gens le débattre, redonner la liberté à la chaîne d'Hassan El-Qadi qui ramène des éminents experts en économie, Al-Magharibia et les autres chaînes à l'intérieur du pays. Ouvrez le débat. On va laisser librement les experts donner leur avis sur votre projet de renouveau. Ayez le courage, si vous êtes convaincu que ce projet il est porteur d'espoir pour l'Algérie. Ouvrez le débat. Pourquoi vous mettez les gens en prison, les gens qui vous disent vous êtes en train de mentir, c'est pas réalisable, vos chiffres ils sont faux. Pourquoi? Laissez le débat. Ouvrez les médias. Ouvrez les médias, tous les experts, ils vont regarder vos chiffres, ils vont voir vos projets, ils vont voir les projections dans l'avenir, ils vont voir la rentabilité à court terme, moyen terme et long terme. Et on lance le débat. Et si vous êtes sur la bonne voie, pourquoi on va être des rebelles? On n'aime pas cette Algérie, on l'aime. On aimerait bien. On aimerait bien vous croire. Mais pas un seul son de cloche. Vous parlez, oui, mais laissez les autres parler aussi. احنا اغبياء احنا لازم نسمعوا les experts تاعنا باش نقدروا نامنوكم ولا ما نامنوكمش. Laissez-nous écouter nos experts. Nous, on est des ignares. On ne comprend rien. On vous entend juste vous. Laissez-nous écouter nos experts librement dans les médias. On va voir vos projets là que vous véhiculez à travers une revue de Jaish, parce que ce sont des mensonges que vous véhiculez sur des chars. Vous êtes en train de prendre des mensonges sur des chars et vous les faites passer dans les ruelles d'Alger et vous imposez aux gens de vous croire. C'est ça la caricature qui me vient à la tête. Voilà. Très bien. Restez avec nous, Kamel Mouktefi. Puisque vous avez parlé de l'armée, on va faire passer donc cette petite vidéo où l'édito d'El Jaish met en exergue le rôle de l'armée dans ce projet, donc ce projet de renouveau national. On regarde. Également que dans ce parcours de renouveau, l'armée nationale populaire joue un rôle central. Héritière de l'ALN, elle veille à la sécurité, à la stabilité et au renforcement de la souveraineté. Le général d'armée Saïd Chenkareha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, l'a d'ailleurs rappelé en affirmant que les expériences à travers l'histoire ont prouvé que les pays qui comptent sur leurs propres forces et leurs composantes internes sont plus à même que les autres de faire face aux... Voilà. Omar Mokhtar, qu'est-ce que vous en pensez donc de ce passage
L'armée, bien sûr, le rôle de l'armée est central dans ce projet de renouveau national. Alors que Kamel Mouktefi est en train de poser une question qui est pertinente. Pourquoi on est en train d'exposer l'armée de cette façon? Alors qu'il y a des défis sécuritaires énormes. Omar Ait Mokhtar. Omar Ait Mokhtar? Est-ce que vous êtes avec nous, Omar Ait Mokhtar? Omar Ait Mokhtar, vous m'entendez? Omar Ait Mokhtar? On on a un petit souci avec la connexion avec Omar Ait Mokhtar. Je reviens à vous, Kamel Mouktefi. La question que vous avez posée est très pertinente. Le rôle de l'armée, bien sûr, dans ce système politique. Et vous avez parlé aussi le fait que vous avez souligné que le problème est avant tout politique. Mais cette question aussi, elle est centrale. C'est que est-ce que l'armée est en train de s'immiscer dans le champ politique par cet édito, par le fait de dire, de parler de l'économie, d'autres secteurs, de la situation que vit notre pays? Vous avez dit pourquoi l'armée veut s'immiscer dans l'affaire politique. Non, moi je formulerai la question autrement. Pourquoi l'armée ne veut pas se retirer de la politique? C'est ça la question. Pourquoi l'armée ne veut pas se retirer de la politique? Parce qu'il s'est immiscé depuis 62 jusqu'à maintenant. Depuis l'armée des frontières jusqu'à maintenant, c'est l'armée qui décide. Ils ont une conception dans leur tête que c'est l'armée qui va désigner, qui va gouverner. Imaginez-vous, l'Algérien, il doit s'imaginer. Hein, le général qui va devenir général dans 10 ans. On va oublier les généraux d'aujourd'hui. Le général qui va devenir général dans 10 ans. Il est aujourd'hui dans l'école, en formation militaire. Donc, il devient graduellement, il augmente dans les grades, il devient jusqu'à ce qu'il devienne général. Et quand il sera général, il aura le pouvoir de désigner qui va être président, quel parti aura tel quota pour dans le Parlement et quel wali va occuper telle place. Donc, ils sont en train de former, c'est-à-dire que cette idée de rester toujours l'institution qui désigne le pouvoir de façade, donc ça se transmet à l'intérieur de l'école militaire. Parce que le militaire d'aujourd'hui qui est au grade de capitaine, qui va devenir dans 10 ans général, pour qu'il considère que il va avoir le pouvoir de désigner le président dans 10 ans, ça veut dire qu'on lui a transmis cette idée-là comme un héritage, comme un enseignement. Donc, c'est une armée qui forme ses militaires à défendre le pays, mais en même temps à désigner qui va diriger le pays. Donc c'est très grave. Ce n'est pas le fait juste de trois généraux qui veulent garder ou de Shingriha ou d'Ali Ben Ali non. C'est une culture qu'ils sont en train d'inculquer à l'intérieur de l'armée. Et ces cadres militaires, ils doivent se rendre à l'évidence qu'ils ne pourront pas jouer ce rôle. Ils ne pourront pas jouer ce rôle. Parce que c'est pas leur rôle. La démocratie, le pouvoir au peuple, et c'est fini. Elle a gagné les esprits de tous les citoyens du monde à travers la mondialisation qui s'opère à travers les réseaux sociaux. L'Algérien d'aujourd'hui, il voit ce qui se passe en France, en Angleterre, en Amérique, tout ça. Il sait que
il faut qu'il participe dans la construction des rapports de force pour asseoir son pouvoir. C'est vrai. Vous allez me dire, ouais, la démocratie, c'est pas juste les élus, c'est pas juste le peuple. Oui, mais le peuple, il occupe dans les démocraties occidentales, il occupe une bonne place majoritaire sur la scène pour la désignation de ces gouvernants. Oui, il y a le pouvoir de l'argent, il y a le pouvoir des médias, le pouvoir des militaires aussi, il y a le pouvoir, mais il est minime. Mais le pouvoir du peuple, à la fin, c'est lui qui pèse le plus. Mais en Algérie, on est en train de formater les mentalités pour accepter un certain fonctionnement, carrément qui sort de l'imaginaire, qui relève des temps anciens. On forme un militaire dans l'école militaire algérienne pour qu'il devienne demain général et dans la mission, entre autres, de désigner des présidents. C'est ça le problème. Donc, automatiquement, ce mensonge véhiculé par la revue de Djeish, on entendra des vertes et des pas mûres dans cette revue-là, parce que c'est une option qu'ils ont prise. Là, je n'appelle pas à se révolter contre l'institution militaire. Je n'appelle pas. Juste, je leur dis, ils sont en train de retarder la solution. La solution, elle est politique d'abord en Algérie. La solution, elle est politique. À partir du moment qu'on libère la scène politique, on laisse la création des partis librement dans un cadre, bien sûr, bien élaboré, parce que on ne dit pas de créer des partis en revenant à les mêmes pratiques anciennes. On laisser les Algériens réfléchir comment élaborer des règles du jeu démocratique pour aller ensuite vers la création de partis politiques, créer un citoyen conscient. L'Algérien est un citoyen conscient. Il l'a démontré. Il faut juste lui faire confiance. Voilà un peu comment sauver l'institution militaire de cette image qu'ils veulent lui donner comme vecteur de mensonges d'hommes politiques et Très bien. des décideurs. Reste avec nous, Kamal Mouktefi. Omar El Moukhtar, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Omar El Moukhtar? Je t'entends très bien. Hein? Allô? Vous m'entendez, Omar El Moukhtar? Oui, je vous entends très bien. Ah, très bien, parce que j'ai beaucoup de mal à vous entendre. Omar El Moukhtar, je m'excuse, il y a une petite coupure, bien sûr. Kamal Mouktefi dit pourquoi l'armée ne veut pas se retirer de la politique et qu'elle est en train de retarder la solution politique. Mais quand on lit l'édito Al-Jaish, Omar El Moukhtar, un passage que je vais citer, les expériences à travers l'histoire ont prouvé que le pays qui compte sur leurs propres forces et leurs composantes internes sont plus à même que les autres, de faire face aux menaces extérieures, car la cohésion du peuple avec sa direction et les institutions de son État constitue la pierre angulaire dans l'édification des fondements de la sécurité nationale et la réalisation de la stabilité de l'État. Je cite encore un autre passage. Les choix stratégiques faits par notre pays consolident la logique de l'État pivot, de l'économie émergente, de l'armée puissante et du renforcement du front interne, comme ils permettent de façonner son avenir en assurant une sécurité nationale durable reposant sur la cohésion des institutions et la complémentarité des efforts. On a mentionné donc cette cohésion des institutions et du peuple, mais la réalité, elle est fragile concernant donc cette cohésion, mais aussi cette puissance économique qu'on est en train de soulever dans l'édito Al-Jaish. Comment vous voyez donc ce rôle de l'armée en Algérie, Omar El Moukhtar? Est-ce que vous pensez que l'armée a un rôle dans le champ politique en Algérie? C'est elle qui décide. Votre réaction? La grande erreur, c'est que le duo
Chengriha et Tebboune, depuis l'arrivée de Tebboune, il a installé une médiocratie. Mais le fait de le voir tout le temps avec Chengriha, toutes les sorties bien évidemment, et puis ce que dit la Rovil Jeish, c'est comme si l'armée cautionne la politique néfaste de Tebboune. C'est ça. Alors, il cautionne aussi la politique diplomatique de l'Algérie. Tu trouves normal que aller en Russie, au moment où la Russie Poutine agresse l'Ukraine, juste au moment, le monde entier était contre la Russie, il va là-bas et lui dit vous êtes l'ami de l'humanité, et puis il sort et te dit moi, Poutine m'a dit d'être intermédiaire entre donc l'armée devait l'arrêter tout de suite, lui enlever justement cette mission de la diplomatie. Aujourd'hui, le revirement, le changement de cap, il va vers les États-Unis. C'est catastrophique. D'abord, les Américains n'ont pas d'amis, jamais. C'est comme tu t'associes avec un lion, il va te manger. Comment il s'appelle, Trump est un empereur. Il ne te fera rien, il ne t'écoute pas, il ne partage rien avec toi. C'est ce qu'ils font croire en Algérie. Ce qu'il faut bien évidemment, ils vont leur faire signer tout ce qu'ils veulent et puis ils vont les laisser à carreau. Ça c'est une chose. Donc l'armée, d'abord l'armée est divisée. L'armée ce n'est pas Chengriha. C'est une information que je vous donne. L'armée Chengriha ne fait pas l'unanimité. Il fait un forcing, mais l'armée est divisée, voilà le danger. Ça, j'appelle ça un complot contre l'Algérie. Parce que si on fait un complot à l'armée, c'est terminé. On le voit à l'œil nu, toutes ces nominations tous les jours à l'intérieur, à l'extérieur, je ne sais quoi et tout ça. Un colonel qui monte général en 2 ans et puis prendre les services de renseignement extérieur. Tout ça c'est qu'il y a un malaise au sein de l'armée. Là, ça peut faire un éclatement. C'est très dangereux. C'est pour ça que l'armée doit se retirer de cette politique. Qu'il laisse. Tebboune, il fait de la politique. Même s'il se trompe, on peut rectifier les choses. Mais l'armée n'a pas à se tromper. L'armée ne parle pas. L'armée fait la muette. Ce qui protégeait l'armée avant, c'était l'opacité. Donc elle ne parlait pas. C'était mieux. Alors aujourd'hui, donc on compte on croit que Chengriha cautionne la politique de Tebboune qui est néfaste. Donc c'est pour ça qu'on sombre dans la propagande, on n'est pas dans la communication. La Rovil Jeish fait de la propagande comme la télévision algérienne, comme les émissions d'Alger 24 et tout ça. L'armée, ce n'est pas ça. L'armée, elle ne doit pas se tromper. Alors quand on dit à une armée forte, je ne sais pas. Franchement, quand on a des tanks, des chars des années 90, aujourd'hui, la puissance de l'armée, ce n'est pas que ça. La puissance de l'armée a changé. Ce n'est pas vraiment la quincaillerie russe qui peut faire de cette armée une armée forte. J'espère un pays qui n'a pas d'armée, donc qui n'a pas de souveraineté, mais je doute fort parce que le nombre de généraux qui vont en tôle, qui sortent et tout ça, machin, il y a un malaise même au sein de l'armée. Il est urgent de séparer les choses. Et évidemment, quand on a laminé le champ politique et le champ médiatique, nous sommes des indigènes. On n'a même pas le droit de donner son avis. Là, on donne notre avis parce que M. Mourtifi est au Canada, moi je suis à Paris. Mais en Algérie, il n'y a pas que des cons. En Algérie aussi, ils savent que la terre tourne. Il y a des gens qui veulent donner leur avis. C'est que dans ton avis, tu vas en tôle. Donc nous sommes dans une tyrannie. On regarde faire malheureusement. Il est temps que ça s'arrête. On voit les échecs. Et pourtant, Omar et Mokhtar, la fin de l'édito dit qu'enfin, malgré toutes les réalisations et acquis, que seuls les ingrats ou les rancuniers peuvent nier. Il n'en demeure moins que le chemin est encore long et ardu. Il requiert donc de nous tous l'intégration de nos efforts, de resserrer nos rangs pour parachever donc le projet de renouveau de la nouvelle Algérie victorieuse. Mais j'ai l'impression que Tebboune
quand il parle d'une station de dessalement, c'est comme si il rend service, il est dans son rôle, mais offrir l'eau potable aux Algériens, mais c'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Par contre, il est où cette économie diversifiée? On ne la voit pas. Si on peut analyser un truc, comment on appelle ça? Le projet de Harj Bilet, il est irréalisable. Faux ce qu'ils disent. Et puis le fer de Harj Bilet, il faut le cuire deux fois, donc il est pollué. Tout ça, donc, des mensonges, c'est pour bluffer les gens, alors que les réserves de change, on est à moins de 40 milliards, on a de quoi manger 6 mois, et on n'exporte rien. Ça, c'est une réalité. Et puis, ils sont où les investissements, les IDE? Est-ce que l'Algérie est attractive? Est-ce que l'Algérie ramène des investisseurs étrangers? On les aurait vus. Il y a 2 majors américains qui viennent. Tout ça, c'est politique. Et ça va venir dans 10 ans. Mais aujourd'hui, tout est faux. Il faut revoir la copie. Vous savez, l'armée doit se retirer absolument. La loi doit garantir le discours politique, qu'on laisse les gens décider, et puis surtout donner son avis, qu'on laisse le débat serein se faire. Sinon, c'est la catastrophe. Merci beaucoup, Oumaret Mokhtar. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à vous, Oumaret Mokhtar, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Kamal Mouktifi, universitaire, militant politique. Vous étiez avec nous depuis le Québec. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.